et qu'elle est la seule apte à reconquérir un électorat populaire aujourd'hui largement en déshérence ou qui manifeste sa désespérance sociale dans le vote Le Pen. Tous les partis républicains sont confrontés à cette réalité qui ébranle et abîme notre République. La gauche non plus n'échappera pas à cet examen de conscience. Si elle n'est pas au rendez-vous de 2012, ce ne sera pas comme en 2002 parce qu'elle se sera présentée dans sa diversité à l'élection présidentielle, mais parce qu'elle n'aura pas donné des perspectives susceptibles à mobiliser derrière elle un électorat populaire absolument nécessaire à sa victoire. Je crois que la gauche gagnerait à imiter les organisations syndicales françaises et allemandes qui se sont rassemblées dernièrement pour refuser le pacte de rigueur antisocial et anti-européen concocté par Mme Merkel et M. Sarkozy et approuvé par le Conseil européen de Bruxelles. Soyons clairs, il n'y aura pas de réponse aux progressistes demain en Europe, quels que soient les partis au pouvoir, si on accepte une politique régressive aujourd'hui en Europe. Notre débat budgétaire se situe à un moment clé de notre mandature. Nous sommes quasiment à un mandat, nous avons adhéré à la communauté du Mont Valérien depuis janvier, et nous n'en sommes qu'aux prémices des évolutions auxquelles cette adhésion va conduire. Enfin, nous avons construit le budget 2011 en intégrant les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle, mais sans avoir une pleine visibilité des conséquences de la réforme territoriale, notamment sur la question des compétences de diverses collectivités. Si demain la région et le département ne participent plus par les biais des financements croisés au montage des projets municipaux ou associatifs, comme dans le cadre des CLUX, cela va devenir compliqué pour nos villes et pour les associations de nos villes. Notre budget apparaît optiquement en baisse par rapport à 2010 compte tenu des transferts opérés pour le compte de la CND, ce qui rend les comparaisons terme à terme malaisantes. Cette année, nous avons fait le choix de présenter un budget équilibré sans recourir à une augmentation locale de la fiscalité. Seules les bases augmenteront de 2%, comme en a décidé la loi de finances initiale. Pour nos investissements, nous restons dans l'objectif de 300 millions d'investissements fixés par notre contrat municipal, en maintenant un taux d'endettement raisonnable et en maîtrisant l'évolution du coût de la dette et avec un recours à l'emprunt en retrait par rapport à 2010. Je n'entrerai pas dans le détail de ce que nous permettent ces investissements. Gérard Perrault nous a fait un quasi son et demi tout à l'heure là-dessus, donc vous en savez autant que moi sur la question. Je voulais prolonger mon propos en parlant de deux dossiers dont j'ai la charge, le logement, une de nos priorités, et la tranquillité publique. Les conditions de construction à long terme sont difficiles, les terrains ne sont pas vierges et les sous-sols encombrés. Et de plus, nous avons rencontré dans la dernière période des difficultés supplémentaires avec les difficultés que nous a fait le Conseil général pour nous délivrer les aides à la ville. Enfin, entre le lancement des projets et l'attribution des logements, il se passe souvent près de 3 ans. Les Nantériens voient les grues bien avant de bénéficier du logement qu'elles construisent. Ainsi, en 2010, nous avons lancé 700 logements, mais livré seulement 390. Mais en 2011, nous passons, si j'ose dire, à une vitesse nettement supérieure. Nous allons devoir, cette année, tenez-vous bien, organiser plus d'une trentaine de poses de première pierre. 30 poses de première pierre qui correspondront au lancement de plus de 2600 logements. Cette année, nous en livrerons 900. En 2012, plus de 750. En 2013, 1500. Enfin, plus de 6 500 000 € en investissement sont consacrés aux surcharges foncières qui rendent possible la construction du logement social, car sans cette participation aux surcharges foncières, on ne pourrait plus construire de logement social sur nos terres et à aider notre fils. Vous voyez, nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons, loin des polémiques subalternes de ceux qui n'ont comme seul projet de désinformer les habitants, comme on l'a vu pendant la campagne électorale, concernant la gare d'Utahotet, gérée par France Habitation. Et comme vous le savez, les absents ont toujours tort. Mais cet effort de construction ne viendra pas modifier à court terme la pression sur la demande de logement social que nous connaissons. Cette crise nationale du logement social est toujours devant nous.
et elle est encore plus forte en Île-de-France. La montée en charge du DALO, près de 15% des nouvelles attributions pourraient y être consacrées, les nouvelles conditions d'inscription des demandeurs qui leur permettent de s'inscrire là où ils veulent, indépendamment de leur lieu d'habitation, c'est-à-dire, pour parler clair, là où il y a du logement social, ce qui veut dire que ceux qui ne respectent pas la loi SRU n'ont guère de soucis à se faire sur l'augmentation de leur demande de logement. Sur les conditions d'attribution pour le compte de la ville, je rappelle que nous avons il y a 2 ans un débat en bureau municipal sur ce qu'on appelle la gestion de crise, et je rappelle qu'aujourd'hui, dans les conditions d'attribution du logement social, le premier critère pris en compte, c'est l'ancienneté. Le premier critère pris en compte, c'est l'ancienneté au niveau de la ville, et cela veut dire, même si c'est difficile à le dire, même si c'est difficile à le faire comprendre aux habitants, qu'aujourd'hui, on ne peut pas commencer à espérer à pouvoir bénéficier d'un logement social, même de type F2, si on n'a pas au moins 3 ans d'ancienneté. Je sais que c'est difficile à défendre vis-à-vis de la population, mais il n'y a pas d'autre alternative. Donc je crois qu'il vaut mieux qu'on s'en fasse une raison tant que nous n'aurons pas élargi le champ du possible. Deuxième élément, la tranquillité publique. Une question importante, comme l'a dit tout à l'heure M. le maire. Les effectifs du service de tranquillité publique seront renforcés. Il nous faudra poursuivre cet effort dans les années qui viennent en lui donnant plus d'ampleur. Le droit à la tranquillité doit pouvoir être assuré partout et pour tous. C'est d'abord la mission de la police nationale, et nous devons, en lien avec les clubs de prévention, les services municipaux, et en premier lieu le service de tranquillité publique, renforcer nos efforts de médiation et de prévention. Dans plusieurs de nos quartiers, le Parc, le Petit-Nanterre, Cheville, le Vieux-Pont et Berthelot, trop de non-terriens sont confrontés aux incivilités et à la petite délinquance. Avec l'aide de l'État, de la justice, de la police et la mobilisation des bailleurs et des habitants, autour de la mise en place du GDTD que nous avons mis en place au quartier du Parc, nous avons fait reculer les vols avec violence dans le parc André Malraux. Nous devons, me semble-t-il, mettre en place des outils de concertation et d'observation dans les autres quartiers sur ce même thème. L'arrivée prochaine dans le quartier du Parc d'une brigade spéciale territoriale attendue pour la fin du printemps, qui est nécessaire, sera sans doute un moment difficile à gérer pour nos institutions. On peut penser que cela ne se passera pas toujours dans la joie et la bonne humeur, autant en être averti et s'y préparer. Je voudrais conclure mes propos, il me reste encore un peu de temps, en évoquant une question difficile, mais qui, à mon sens, conditionne notre avenir, celle du personnel et des ressources humaines. Elle représente aujourd'hui 63% de nos dépenses de fonctionnement. Cela concourt à un haut niveau de prestations et de services publics en direction des Nanterriens, mais cela pèse fortement sur nos ressources. Et pourtant, d'énormes progrès ont été faits. Dans la maîtrise de l'évolution des dépenses, nous sommes passés en quelques années d'une augmentation annuelle de 6% par an à 2,5% en 2011, dans la mise en place d'une politique de réduction de l'absentéisme, dans une maîtrise plus fine de la gestion des besoins des services. Il faut continuer, mais je crois qu'il faut aussi engager un débat avec les organisations syndicales en prenant le temps qu'il faudra sur la question de l'évolution prévisionnelle de nos besoins en personnel, ce qu'on appelle la gestion des emplois et des compétences. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il ne s'agit pas, comme le fait le gouvernement, de décider idéologiquement d'en diminuer le nombre en ne remplaçant pas une part sur 2. Ma réflexion porte sur la nécessité d'évaluer les besoins du service public, service par service, de soumettre nos politiques publiques à l'examen de leur utilité sociale et de leur rationalisation, afin de dégager des marges de recrutement nous permettant de mieux être présents dans la prise en compte des nouvelles missions, des nouvelles technicités, des nouveaux besoins. Par exemple, dans l'aménagement urbain, dans l'écologie urbaine, dans les affaires économiques, voire dans la tranquillité publique. Pour que tout le monde comprenne bien, si on continue à remplacer terme à terme les argents partant à la retraite, nous n'aurons pas les capacités humaines nécessaires pour assurer de nouvelles missions à un moment où il va falloir renforcer la technicité de plusieurs services si on entend faire face aux bouleversements urbains qui
se prépare avec le Grand Paris et la mise en place du BRIF et dont le projet ARENA en constitue les prémices. J'ai conscience qu'en évoquant cette problématique de l'évolution de nos ressources humaines, je risque de ne pas déclencher un enthousiasme spontané. Mais je crois que gouverner, c'est prévoir, et il nous faut engager cette réflexion et la mener à bien en prenant le temps qu'il faudra. Mais nous ne pourrons pas, à l'avenir, consacrer proportionnellement plus de ressources qu'aujourd'hui à ce poste budgétaire. Ces efforts sont d'autant plus nécessaires car on peut espérer que demain, un gouvernement de gauche revenu aux affaires mettra fin à la cure d'austérité salariale qui est promise à la fonction publique pour les 3 prochaines années, et cette revalorisation légitime pèsera elle aussi sur le futur budget. En conclusion, le groupe Mouvement Républicain et Citoyen approuve le budget qui nous est présenté ce soir. Il s'inscrit dans le cadre du contrat municipal passé des habitants en 2008. Il engage de façon dynamique les engagements qui sont contractés. Il a vocation à améliorer la vie de nos concitoyens. Il porte les moyens de développer le vivre ensemble auquel nous tenons tous.